à tous, bienvenue dans l'interview. Nous recevons aujourd'hui Rudy Verwoerd, ministre-président bruxellois. Alors, compromis cette nuit sur la question migratoire au niveau européen. Pour le Premier ministre, c'est un bon accord. Et pour vous? Mais vous savez, au niveau de ce qui ressort au bout de nuits de négociations, il faut toujours attendre la validation des textes définitifs parce que le diable se cache souvent dans les détails. Et on sait combien les positions étaient particulièrement tranchées au niveau des partenaires européens. Donc, il va falloir attendre. En tout cas, l'option défendue par M. Franken, manifestement, n'a pas été retenue, savoir de créer des hubs, d'ailleurs c'est un terme magnifique hein, quand on parle de personnes, des hubs dans les pays d'origine. Il va falloir déterminer ici comment on va organiser ces centres qui vont être chargés d'organiser d'une certaine manière le tri des migrants. Donc, aujourd'hui, c'est encore un peu prématuré. Je pense que la seule chose, je crois, qui convient d'avoir à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'êtres humains. Et donc, il faut pouvoir le faire dans la dignité, dans le respect des principes fondamentaux de la personne humaine. Pour le reste, bien évidemment... Ici, un terme clé qui revient plusieurs fois, c'est sur base volontaire des États membres, tant pour établir les centres où on va faire la répartition entre les demandeurs d'asile et les réfugiés économiques, et l'envoi finalement vers certains pays de demandeurs d'asile. Donc sur base volontaire, ça peut marcher, ça? Mais on sait déjà qui dira non. Ouais. La Belgique dira oui? Je n'en sais rien, mais la Belgique n'est pas vraiment située en première ligne. Hein. Non, mais pour accueillir, après un quota. Ça, on verra. Vous savez, j'ai vu qu'on en a accueilli 15, je pense, récemment. Les chiffres n'ont jamais été aussi bas. Vous savez, c'est une question quand même qui est traitée de manière curieuse. On n'a jamais eu aussi peu de demandes que cette année-ci. On voit bien que la période du pic des conflits armés est passée. On est maintenant retourné à des chiffres, je dirais, quasi habituels. Sauf que c'est devenu une question lancinante et qui traverse l'ensemble des pays européens et qui est surtout, je dirais, instrumentalisée à des fins politiques. Hein. On le voit bien avec l'émergence de tous ces partis dits populistes. Moi, je préfère dire d'extrême droite ou de droite extrême, parce que populiste, ça ne veut rien dire. Et donc, on en est là. Et donc, l'Europe, elle est malade, en fait, de ses institutions. Elle est malade de sa crédibilité vis-à-vis des citoyens. Le mal est plus profond que la question des migrants, hein, en réalité. Et ma grande crainte, c'est le scrutin de mai prochain, où on risque d'avoir des résultats particulièrement néfastes pour l'avenir de la construction européenne. Alors, puisqu'on parle de relations internationales, vous revenez de 3 jours au Maroc. C'est important de tenir des relations avec les autorités là-bas? Mais le Maroc fait partie des pays prioritaires de la région bruxelloise en termes d'échanges, en termes de coopération, en termes de tourisme aussi. Bon nombre de nos concitoyens vont passer leurs vacances au Maroc. Et c'est la coopération dans le sens le plus concret du terme. On connaît aujourd'hui la situation de la plupart des métropoles, des grandes villes. C'est du partage d'expériences. Ils vivent les mêmes situations que ce soit à Rabat ou à Tanger, les grandes villes, c'est avec elles qu'on travaille. Et en même temps, c'est aussi vis-à-vis de pays comme le Maroc de montrer combien les liens sont des liens permanents et que je dirais que la coopération, elle va de soi, elle s'impose à nous, les deux partenaires, et ce n'est pas uniquement quand l'un ou l'autre ministre fédéral va essayer de refourguer les prisonniers d'origine marocaine au Maroc, dont ils ne voudront de toute façon pas, que la coopération se fait. Elle se fait surtout dans l'échange d'informations, l'échange de renseignements, l'échange économique, le tourisme, ce qui est positif pour nos deux villes. Alors, pendant que vous étiez là-bas, s'est posé une question à Bruxelles, c'est y a-t-il un bug fiscal en région bruxelloise? Depuis quelques jours, les gens reçoivent leurs fiches pour les précomptes immobiliers, je situe rapidement, et la réduction quand on a des enfants à charge, eh bien, n'y figure pas. Certains médias parlaient de plusieurs milliers, voire 5000 cas. Alors, que répondez-vous? Je vous propose 3 solutions possibles. A, oui, il y a eu un bug. B, non, c'est inexact. C, on n'a pas encore les informations précises. Mais on a les informations, donc en fait tout ça découle du recoupement des bases de données auxquelles nous avons accès. Et on sait qu'il y a eu une série de données qui n'ont pas été intégrées, mais elles peuvent l'être, parce que sur le formulaire, vous pouvez toujours déclarer vos enfants à charge. La seule chose, c'est qu'effectivement, vous avez cité un chiffre,
si on regarde et qu'on le ramène à l'ensemble des avertissements extraits de rôle qui ont été envoyés, ça reste relativement marginal. On est loin de la situation qu'a connue la Flandre quand elle a mis en œuvre le précompte immobilier, où je vous le rappelle que pendant plus d'une année, il n'y a pas eu de perception de recettes tellement ça avait été désorganisé. On n'en est pas là. Donc, moi, je veux simplement dire, de toute façon, les situations seront régularisées. Il suffit d'introduire la demande. On sait, de toute façon... Donc, les citoyens doivent être vigilants, bien regarder s'ils sont sur leur fiche et réagir auprès de l'administration. Bien sûr. Donc c'est une maladie de jeunesse qui devrait se corriger pour vous. D'ici à la fin de l'année, on aura régularisé les situations et puis l'année prochaine, les choses devront retourner, je dirais, dans l'ordre. Alors, Didier Reynders, ministre fédéral, relance l'idée de rénover le stade Roi-Baudouin. Alors, en décembre dernier, vous aviez, lorsqu'il y avait eu le crash du projet sur le parking C, vous disiez « Je propose que le fédéral s'empare du dossier ». Vous êtes donc content s'il s'en empare? Mais ça dépend. Je veux dire, si c'est Didier Reynders, candidat... leader de la région bruxelloise, bon, ça c'est un effet d'annonce. Si c'est le gouvernement fédéral, en ce compris la NVA, alors on peut discuter. Parce que les vrais patrons, ce n'est pas Didier Reynders, ce n'est pas le même, c'est la NVA, c'est eux qui ont fait capoter le projet du parking C. À eux de montrer maintenant leur intérêt. Alors ils nous disent oui, ils soutiennent la NVA, en tout cas Bruxelles soutient ce projet. Moi, je voudrais simplement poser une simple question, c'est en réalité, tout ça c'est bien beau, quel modèle économique et au final, qui investit, qui paye? Parce que ce que nous avions choisi pour le parking C, c'était un investissement privé. On avait dit pas d'argent public, le fédéral nous avait dit ça à la précédente législature. Si maintenant il y a une inflexion de ce côté-là, mais tant mieux. Je voudrais simplement dire ceci, c'est que le stade Baudouin, on peut, il faut à ce moment-là le démolir et le reconstruire, surtout avec le projet qui a été présenté, qui est très très ambitieux et qui coûtera énormément d'argent. Il faut démolir, reconstruire, mais qui va payer la facture? Si on veut que ce soit du privé, il faut un club président, c'était le modèle économique du parking C, mais ça va à l'encontre du projet NEO. C'est pas compatible. Et ça n'est absolument pas compatible. Et a fortiori, j'ai envie de dire, les problèmes relevés par la Flandre pour le parking C, ils sont plus importants à Baudouin en termes de mobilité. Donc, je pense que le projet, on verra par la suite. En tout cas, la région ne veut pas payer pour ce projet-là. Mais la région n'est pas compétente en matière de sport. Vous savez, pourquoi est-ce que nous avons initié cela? C'est parce que personne ne le faisait. Ça, à la base, c'est le gouvernement. On parle d'un stade national, on ne parle pas d'un stade régional. À la base, c'est l'État qui doit estimer oui ou non s'il pense qu'un stade de ce type-là a sa place en Belgique. Moi, je pense que oui. Nous avons simplement, proposé une solution qui permette de sortir de la torpeur dans laquelle on était depuis des décennies. Alors, le tunnel Léopold II, un gros chantier de l'été, va être fermé à partir de lundi pour 2 mois. Vous êtes confiant sur la façon dont ça va se passer ou c'est un peu l'expectative? Non. Moi, je pense... il faut savoir ce qu'on veut. Le tunnel doit être rénové. Pour le rénover, il faut le fermer à certains moments. On a choisi l'option la moins lourde, à savoir qu'il soit fermé pendant les vacances, là, jour et nuit, et que le reste du temps, il soit fermé uniquement la nuit et le week-end. Bon, je pense que cette option-là, elle est faite pour assurer la fluidité des nafteurs, il ne faut pas se le cacher. C'est un projet pour les nafteurs? Si c'était Agic des Bruxellois, on avait une solution qui était plus radicale, certes, c'était la fermeture totale, ça durait la moitié du temps et ça coûtait nettement moins cher. On a pris une option pour éviter, je dirais, le chaos total à l'entrée de Bruxelles. Mais il faut que la Flandre accepte l'idée que pour pouvoir rénover les tunnels, il faut à un moment donné qu'on puisse y travailler. Alors ça c'est un non-sens absolu. Il suffit de se rendre sur le ring d'Anvers pour percevoir ce que c'est l'immobilité en Belgique. Vous savez, ce n'est pas Bruxelles qui est la ville la plus embouteillée du pays. C'est trop, on est 3e. Pas très confortable quand même à Bruxelles en termes d'embouteillage. Non, sauf que vous devez bien faire scinder Bruxelles intramuros et Bruxelles avec le ring, qui ne dépend pas de la région bruxelloise. Je ne cesse de le répéter, mais c'est une réalité. Le ring il est situé en Flandre, il n'est pas situé en région bruxelloise. Alors, les gens du voyage, il y a une partie qui était installée à Anderlecht. Ils sont partis sur ordre du bourgmestre. Est-ce qu'il y a un accord entre la région et cette commune pour les accueillir? Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que nous avons eu des contacts avec des associations locales. Des informations que j'ai eues, le service prévention de la communauté avisée. Et donc, on travaillait, je dirais, un accueil qu'on sait par définition temporaire. Ce n'est pas des solutions définitives. Mais nous subventionnons les communes
pour pouvoir afin de leur permettre de porter des projets qui permettent d'accueillir, soit de manière transitoire, soit de manière plus stable, les gens du voyage. Je pense que c'est un devoir moral et ça doit se faire dans de bonnes conditions. Et nous, on est là pour apporter, je dirais, un support de manière telle que ça se fasse dans des conditions acceptables d'un point de vue accès à l'eau, l'électricité, des choses comme ça. Ça, c'est notre rôle. En sachant que Bruxelles est un milieu urbain quasi exclusif et que les espaces qu'on peut dédier aux gens du voyage, ils sont nécessairement limités. Les pouvoirs publics doivent fournir des terrains aux gens du voyage pour vous? Mais oui, je pense que ça fait partie... vous savez, le Parlement bruxellois, et je pense que c'était à l'époque où Éric Thomas était président, le Parlement bruxellois a voté une série de résolutions et de demandes envers les communes afin d'assurer l'accueil digne des gens du voyage. Ça fait partie, oui, de nos obligations morales. Il y avait un cadastre qui devait être mis sur pied. Est-ce qu'il existe? Oui, il existe, bien sûr. Oui. Et il y a combien de terrains qui sont disponibles? Le cadastre, il bouge. Donc, aujourd'hui, on a 3 ou 4 terrains qui sont recensés et qui doivent être mobilisés. Il y en a un sur le territoire de la ville de Bruxelles. C'est toujours, de toute façon, aux confins de la région, hein. Ce n'est pas dans l'hypercentre, on est vraiment en deuxième couronne et je dirais dans les zones frontalières avec la Flandre. Alors, en jeu de fin de législature, il y a la question du décumul, question qui fâche côté flamand. Il y a un conflit d'intérêts qui a été déclenché cette semaine. Ça vous fâche ou c'est de bonne guerre? Mais moi, j'ai pris de toute façon, mon attitude elle est simple sur cette question-là. Je ne m'exprime pas. C'est une question qui relève du Parlement. Moi, je ne veux pas que cette question-là soit une discussion importée au sein du gouvernement. Voilà, on l'a dit depuis le début. Et on acceptera fatalement ce qui sera voté. C'est la démocratie. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui soit, un texte qui soit ou pas voté. Ça, on verra en fonction de l'évolution de Si ça ne passe pas discussions. à temps, vu la façon dont c'est en train de se dérouler pour les prochaines élections, qu'est-ce que vous appliquerez? À moi-même? Oui, et à vos équipes. Mais moi, j'ai toujours été très clair. Non, par rapport à moi, mais c'est très clair. Je suis candidat bourgmestre à Evere et je serai candidat ministre-président en mai 2019. Et je ferai mon choix n'est pas... La discussion qu'il y a aujourd'hui, c'est entre le cumul député-bourgmestre. Mais moi, la question, elle est résolue, c'est bourgmestre. Et après, il y a la question de la vice-présidence qui fait l'objet d'une autre disposition légale où on est empêché, et je considère qu'un échevin ou bourgmestre doit pouvoir encore exercer des fonctions exécutives à la région. Donc, de ce point de vue-là, moi, je décumulerai, c'est très clair. Et si vous êtes empêché, on sait qui assurera le poste de bourgmestre faisant fonction, parce qu'on sait que Pierre Meuil ne veut plus le faire. Oui, écoutez... c'est un choix que je poserai après les élections, mais il y a d'excellents... Christian Beauzère est troisième candidat sur la liste, je pense que ça ferait un bon candidat, mais on verra en fonction des résultats des élections. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Françoise Kepmans et Marc-Jean Gaësès. Et puis l'interview, elle passe en horaire d'été, donc pendant le mois de juillet, vous la retrouverez après le journal de 18h, mais petite pause lundi et mardi, parce que là, on fait place à Couleur Café. Belle fin de journée à tous et bon week-end.